On arrive à l'épisode 2, Yakusoku no Neverland. Autrement appelé The Promised Neverland. The Promised Neverland. Michael Jackson. On vient de finir l'épisode 2, enfin toi tu l'avais déjà vu, moi c'est un deuxième matage du coup pour ma part et on va pouvoir vous en parler puisqu'il couvre une bonne partie déjà du tome 1 qu'on vient de vous montrer. Tout à fait. Honnêtement on arrive quasiment à la fin du tome 1 avec la toute fin de l'épisode 2. On va parler un peu comparatif avec le manga à un moment donné, mais on va d'abord vous donner nos impressions. Je mets le portable en mode avion, voilà, comme ça tu n'auras pas de bip au cas où, on sait jamais, ça peut arriver, c'est mieux. Déjà, que d'émotion. Ouais, je me remets de cet épisode. C'est incroyable ce ressenti général de l'épisode, de cette œuvre même, parce que j'avais ressenti la même chose avec le premier épisode qu'on avait évoqué ensemble, que vous pouvez retrouver ici. Et là, waouh, la tension, la réalisation de l'épisode, les musiques, tout est fait pour te mettre dans l'ambiance dès la première seconde. Je dis bien dès la première seconde. Les intros, elles durent quoi, 20 secondes, t'as rien d'intro de fait. C'est ça. Et la première seconde, c'est un cauchemar où tu vois Emma qui rêve, ou plutôt qui cauchemarde, en voyant Connie sur une table de déjeuner avec un démon, Oni comme ils les appellent en japonais. Tu te rends compte de l'image que tu viens de décrire? C'est chaud, pour un animé, c'est super chaud. Des enfants qui vivent ça, quoi. Alors si vous voulez voir l'animé, c'est sur Wakanim, n'hésitez pas à aller voir, vous avez un lien en description. Et c'est vrai que c'est le premier truc qu'on voit avant l'opening. Et ça débute avec l'opening qu'on connaît, qu'on redécouvre du coup avec un nouveau regard. Et donc là, on fait face à l'intrigue qui vient d'être posée dans le dernier épisode, à savoir le fait que, comme tu viens de le dire, Connie a été retrouvée tuée par ces démons, voilà, mis dans un formol, je sais même pas ce que c'est, enfin bref. Et donc Emma et Norman, qui étaient à la base venus pour ramener la peluche que Connie avait laissé à la maison avant de partir, soi-disant pour une nouvelle famille, ont aperçu dans le camion, morte, et ont constaté l'effroyable vérité. Et le problème, et ça vous vous en rappelez très certainement, l'épisode 1 s'était terminé sur ce plan de Mama, donc de la mère qui Isabella qui tenait la peluche. Avec un regard, je vais vous tuer parce que j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui est venu ramener cette peluche et ils l'ont laissé en fait de peur, tu vois, ils l'ont laissé derrière eux, ils n'ont pas pensé à reprendre la peluche. Et là c'est un vrai jeu d'échecs géant qui commence à s'entamer entre les enfants, et notamment Emma, Norman, et vous allez comprendre très vite Ray également, et Isabella. Voilà, c'est incroyable. Tout est... Une de ces tensions. C'était T'as vu la tension de malade? Il l'a vu, l'épisode. Moi, je l'ai vu. Des fois, de temps en temps, regarder un épisode, ça m'arrive de lui dire une phrase. Ou deux, mais c'est tout, tu vois. Là, je suis resté comme ça. Je l'ai pas entendu. Alors que d'habitude, tu regardes tous les animés qu'on fait sur la chaîne, on les regarde rarement ensemble, mais là, récemment, on en a regardé quelques-uns ensemble. Senseiya, notamment, parce qu'on fait les reviews comme ça. Shingeki, parfois aussi. Et ouais, généralement, il y a tout le temps, ouais, t'as vu ça, ou je sais pas, ou tiens, ça, etc. Là, rien du tout, je l'ai pas entendu. T'es tellement dedans et ça te prend les tripes. Bravo. Je sais pas te dire ce qui fait cet effet. L'univers déjà, mais les couleurs choisies, les jeux de lumière, l'ambiance, les plans, le fait qu'il y a des plans, c'est les mêmes que le manga. Le fameux plan où on a Emma qui est face au dessin des enfants, où il y a un trou volontaire du dessin de Connie et que d'un coup, il y a un gros plan et tu vois Isabella, elle est comme ça en train d'observer la petite. Ça fait flipper sa mère. Ça fait flipper différemment, je pense, parce que dans le manga, il fait vraiment flipper parce que il joue sur les ombrages. Ouais. Dans l'animé, même si le dessin est différent, c'est accompagné d'un bruit sourd. Un bruit sourd. Un truc de film d'horreur. C'est oppressant. Ça fait comme ça. C'est exactement. C'est bien que tu prononces ce terme de film d'horreur parce que je retrouve dans la réalisation de l'animé, et moi qui suis quand même un aficionados de tous les films d'horreur, j'en ai vu des dizaines et des dizaines, les codes de réalisation d'un film d'horreur. Ouais. Les gros plans, les travelling lents. Un plan de réalisation furtif. Genre t'as un cadrage différent, tu vois. Et les plans importants qui nourrissent l'intrigue, mais qui sont vite expédiés. Genre à un moment donné, on parle de quelque chose, boum, on voit le crâne de quelqu'un, ça revient. Et limite, il faut que tu reviennes en arrière si tu veux revoir ce plan. Et c'est tout des images furtives qu'on insère comme ça en Tu vois, quand Norman parle avec Emma dans le grand couloir, ils viennent de remonter, et naturellement, en tant que spectateur, tu te dis, il faut pas qu'il tombe sur Mama.
Ils sont en train de discuter de ça. S'ils tombent sur elle, c'est mal. Elle est magnifique cette scène. Et ils discutent, les deux. Et à un moment donné, t'as un plan extrêmement large, extrêmement éloigné. Et ça, c'est utilisé au cinéma pour donner l'impression au spectateur qu'il y a la possibilité qu'une troisième personne soit en train d'observer au loin. Exactement. Et aussi, souvent dans des endroits sombres, comme là, tu vois, c'est une grande maison avec des grands couloirs, plusieurs portes, et on te met les persos juste à la montée de l'escalier, tu vois, sur le bord. Sous-entendant que tu vois pas très très bien ce qu'il y a dans le fond, et que t'as l'impression qu'il y a tout et n'importe quoi qui peut arriver ou surgir. La réalisation est magnifique. Et c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs. Il y a tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a un mec qui vient, Norman, tu peux réparer ma montre. Et juste après, t'as Emma qui regardait le dessin. Il y a la scène dont on vous a parlé. Norman revient à ce moment-là. Il se planque derrière le mur, tu vois. Et c'est magnifiquement Norman qui réalisé. est en panique PLS total. Et là, on se dit, wow, mais qu'est-ce qu'elle va faire, Emma ? Heureusement qu'ils ont discuté au préalable du fait de devoir ne rien laisser passer. Parce que forcément, Isabella enquête. Sans rien montrer, mais elle enquête, elle laisse des signaux aussi. Hein. D'ailleurs, une fameuse scène où il y a une des petites qui est paumée dans la forêt. Comment elle s'appelle ? Naria ? Comme ça ? Enfin, je sais plus. Enfin, bref, ouais, je crois que c'est pas très très important, mais c'est juste pour l'idée. Et on voit Isabella très calme. Elle sort une sorte de boussole, on sait pas trop ce que c'est. Elle l'ouvre comme ça, elle fait « il n'y a pas de problème ». Elle referme et elle sort. Elle s'en va. On croit que c'est une montre et en fait on comprend que c'est un traceur. Elle s'en va, elle revient avec la petite et ils comprennent qu'effectivement elle peut les localiser n'importe quand si elle ouvre ce truc. Ouais. Et ils se disent, oh putain, en fait elle nous laisse un message, vous m'échapperez pas. Vous m'échapperez pas. Donc, parce que elle les a peut-être pas localisés eux la nuit où ils ont été jusqu'au portail parce que ça demande à ce que son truc soit ouvert, tu vois. Et qu'elle les regardait. Mais elle va comprendre. Mais il y a un doute. Il y a quand même un doute et elle leur pose la question tout au long du truc. Et tu parlais de la scène du tableau. Et je pense que c'est l'une des scènes fortes de l'épisode. Parce qu'il y a cette tension, il y a ce bruitage, il y a ce soupçon. Et il y a aussi le fait que l'épisode commence avec Emma qui a de gros doutes et qui ne sait pas cacher sa torpeur face à Isabella, tu vois. Et c'est Norman qui lui dit, il faut que tu caches le truc parce que ça va pas. Norman joue super bien la comédie. Et là tu vois la maman là, devant Emma, tu te dis, elle est morte, fini. C'est fini. Et c'est elle qui arrive à le mieux masquer son truc. Et tu te dis comment elle a surmonté ça, c'est super dur. Tu vois. Ouais, parce que même moi, quand t'as fini, je fais fort, ouais. Putain, c'est balade. En fait, les mots sont d'une justesse. L'écriture du texte est d'une justesse où tu te dis punaise, mais ouais. Donc le gars, il a une vraie psychologie. Hein. Les deux auteurs de The Promised Neverland. Scénario Caillou Shilai et dessin, c'est Posca Demisu. Voilà. Donc tu vois, le scénar qui a été écrit par Shilai, il est ouf parce que il faut avoir cette psychologie de faire croire aux téléspectateurs, enfin au lecteur plutôt, qui lit cette scène, de se dire mais punaise, ouais, moi on me dirait ça, je pourrais y croire, tu vois. Et donc c'est là, quand on vous parle de jeu d'échecs, c'est vraiment un combat entre une femme adulte, voilà, qui a un recul, et des enfants de 11 ans, tu te dis mais comment ils vont s'en sortir. Même à un moment donné tu fais heureusement pour eux que c'est les têtes de leur folie. C'est ça, et à la fin juste, tu crois que c'est fini. Ils sont dans les escaliers. Et elle fait, au fait, donc elle, c'est Isabella, au fait, vous avez été au portail hier ou pas ? Et là, tu fais, oh putain, s'il se retourne et qu'il montre une once d'angoisse, c'est mort, c'est fini. Et t'as Norman au calme, il fait, bah non, tu m'as dit c'était interdit. Mais il répond d'une justesse. C'est balade, alors que 2 minutes avant, il était en goutte comme ça, tu vois. Mais par contre, on voit l'intensité et la complexité que c'est que de mentir et de jouer une comédie aussi extrême, parce que à la fin d'escalier ils tombent, tu vois, ils sont épuisés de devoir surmonter d'hypocrisie ça. Elle a dû prendre Isabella dans les bras et tout, Emma. C'est énormément d'énergie que de fausser ses émotions. C'est pour ça que tu vois les métiers de comédien, d'acteur, tout ça c'est super compliqué. Fausser ses émotions c'est pas forcément vrai, c'est des émotions vraies que tu dois donner en fait, mais pas un moment naturel en fait, tu vois. Et là, les émotions qu'Emma doit donner, elle doit donner le contraire de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle pense, tu vois. Donc elle doit faire semblant comme en retrouvant des sentiments qu'elle a eus, tu vois, d'avant. Elle doit feindre d'aimer cette femme qu'elle déteste maintenant. C'est une souffrance pour elle, ça. C'est super dur. Donc elle est épuisée, elle est à bout de force. Et après, on a toute la scène avec Ray. On a une suspicion, je pense, quand même, de Mama qui, à un moment, elle regarde un arbre. Elle voit que, normalement, Ray est adossé à l'arbre en train de lire. Là, à mon avis, elle se dit, il est pas là, tu vois. Et Ray les retrouve dans la forêt.
Ils ont bien fouillé le grenier, on va dire. Ils ont trouvé des draps et tout ça pour pouvoir escalader le mur. Ils ont vu qu'il y avait un mur. On ne sait pas il y a quoi de l'autre côté. Ils vont l'escalader, ils mettent leur plan à exécution, puisqu'ils ont bien compris qu'ils allaient se faire manger, et notamment par les démons, qui en auraient peut-être potentiellement après leur cerveau. Et ils pensent sauver tout le monde, mais Ray n'est pas de cet avis, et du coup il y a une confrontation idéologique entre Emma et Ray d'abord, et ensuite entre Ray et Norman. Norman qui prend la défense d'Emma, même si au premier abord il pense pas comme elle, lui il dit qu'il l'aime, et qu'il fera tout en tout cas pour elle, même si ça doit lui coûter la vie. Et il est prêt à revoir son jugement pour en tout cas aller dans son sens. Du coup il y a cette confrontation idéologique qui est magnifiquement soutenue par la réalisation, par le scénario de Shirai et aussi par le scénariste de l'épisode et par la musique. La musique je me suis cru dans les moments d'intensité de Death Note. Et les seiyuu, oh les seiyuu sont là. C'est ouf ici. Pendant les répliques entre Emma et Ray, je me suis dit la seiyuu d'Emma je la connais pas. Ou alors peut-être je la connais mais j'ai pas fait gaffe. J'en sais rien du tout. Mais je me suis dit celle-là dans quelques années. Parce que le rôle qu'elle tient là, il va être super important. Je connais pas la suite voilà, j'ai 2 tomes là. Mais je ne connais pas la suite de l'histoire. Moi je pense que je vais me pencher sur le manga pour... quand je vois l'anime avec ces épisodes... Je vais pas tenir, je vais devoir lire. Je vais devoir lire. Se dire comme là avec ces 2 premiers épisodes, c'est ce que j'ai lu en manga et pouvoir comparer. Parce que tout à l'heure on va vous faire une petite comparaison. Je pense... Mais je connais pas la suite, mais si Emma, elle veut autant défendre les siens que là maintenant, et avec cette personnalité-là, je sens qu'elle tient un bon rôle en fait, la seiyuu. Ouais, c'est une héroïne, je pense. Ouais. Et ouais, c'était incroyable. Je me suis cru je te disais, dans l'intensité d'échange à la Death Note, tu vois. Quand Light, donc Yagami Laito pour ceux qui connaissent la version japonaise, et Ryuzaki, donc elle, pas forcément face à face, mais s'échangent des moments de tension, de réflexion de qui va prendre l'assaut sur l'autre, avec une musique dans le fond qui est... Tu vois, ces fameuses scènes-là où tu dis, c'est du retournement de cerveau à mort. Cet épisode, c'était ça, cette scène était magnifique. Graphiquement, c'est beau. Franchement, c'est mon coup de cœur de ce début d'année. Niveau animé. Si on doit vous conseiller un animé début d'année 2019, c'est ça. C'est carrément... J'ai rien à dire. The Promised Neverland. J'ai rien à dire. Même le design, tu vois, ils ont un nez pointu dans le manga et c'est magnifiquement souligné, c'est pas moche, c'est super beau. Je suis amoureux. Et en plus, ils annoncent des figurines, frère. Donc on est dans le caca. Ouais, un diorama plus précisément, parce que c'est compliqué de faire des figurines, ce sera pas comme Dragon Ball ou One Piece. Un diorama avec les 3. Mais ils ont fait un diorama qui ressemble à cette cover là, donc à un moment donné. Faut arrêter de nous tenter. Voilà, c'est bon. On est collectionneurs, on a une série qu'on aime bien, on va. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais c'était pour te dire que tu vois, si on en est là, c'est que c'était fort. Fin d'épisode, on comprend que Ray va les soutenir, même s'il est pas d'accord avec eux, parce que il y a un moment donné, il faut se sauver, ils peuvent pas rester là. Le souci, et on comprend en fin d'épisode, et pour ceux qui ont réfléchi à ce qui venait de se passer en début d'épisode, vous avez certainement compris que l'arrivée de la sœur Chroné là, qui vient d'arriver à côté d'Isabella, c'est une très très mauvaise nouvelle, parce que non seulement à un moment donné dans l'épisode, ils disent on peut le faire en plein jour. C'est pas très surveillé, c'est dans la forêt, voilà. Et Mama, elle est toute seule. Et ben là, tu comprends qu'elle est plus toute seule. Donc s'il y a une autre pour surveiller les enfants, ça va être un peu plus compliqué. Et pire, pour moi, peut-être le pire, c'est ce qu'elle a dans les bras, Isabella, parce qu'elle a un bébé. Va-t'en te sauver, escalader un mur avec un bébé maintenant. C'est fait exprès. Là, tu dis, le sourire d'Isabella, est-ce que c'est pas elle qui a fomenté le truc pour qu'ils se sauvent pas? Parce qu'elle a dû se dire, ils essaient de se sauver là. Et justement, tu soulignes l'intelligence d'Isabella. C'est une des choses qui est pas développée, ou du moins peut-être vont-ils le faire après ou dans un ordre différent dans l'animé, c'est pas impossible. Mais effectivement, dans le manga, il y a toute une scène entre le moment où Ray dit ok c'est bon, je suis des vôtres, et le moment où Krone rejoint donc l'orphelinat. Il y a tout un passage où on les voit justement, on voit nos 3 héros regarder les bouquins, analyser les maps, où on met aussi l'accent sur l'intelligence d'Isabella, où on nous dit que voilà, ils n'ont jamais réussi à la battre au jeu d'échecs par exemple, tu vois. Donc ça met vraiment l'accent sur l'intelligence d'Isabella, sur le fait que ce soit elle aussi une stratège,
et que ce sont les 3 meilleurs de la classe qui ont un niveau de 300 sur 300 à chaque fois, tous les tests, donc c'est le crème de la crème, mais ils n'arrivent pas à battre Isabella au jeu d'échecs. Donc tu te dis, mais tu vois, dans le manga, on insiste bien sur le fait de dire, ouais, mais ok, vous êtes 3 à avoir un niveau de fou, mais elle a l'air d'être chaud patate. Et du coup, tu comprends au moment où Chroné, elle est présentée et le bébé dans les bras, voilà, tu dis, elle vient de les battre à une partie d'échecs. Et puis aussi, juste avant, t'as Ray, Norman et Emma, je dis dans cet ordre-là, qui fouillent pour voir où sont les micros. Enfin, s'il n'y a pas des traceurs, tu vois. Je sais pas pourquoi je dis des micros. Et il n'y a pas dans l'épisode, peut-être dans le prochain épisode. Ouais, voilà, c'est pas un gros truc, donc même s'il le rattrape, il le décale dans le prochain épisode, je vous ai pas spoilé un gros truc. Je me dis que c'était peut-être aussi dans cet épisode quand Norman fait référence au fait qu'il a fouillé et qu'il n'avait pas pensé au fait que les traceurs étaient sur eux. Donc je sais pas, on verra dans le prochain épisode. De toute façon, c'est pas le truc hyper grave, mais quand même, il y a cette petite nuance qui insiste sur l'intelligence d'Isabella qui, pour moi, a quand même son importance parce que ça en fait une ennemie pas normale à battre, entre guillemets. Tu vois, redoutable. Redoutable. C'est-à-dire que non seulement c'est une adulte pour eux, mais une adulte très intelligente. Très très intelligente, et le pire dans tout ça, c'est que vous êtes sous tension, la réal est magnifique, les musiques sont magnifiques, c'est nickel, le manga est tout aussi bien, voire mieux. C'est difficile à y croire, et pourtant il se lit en 30-40 minutes, gros maximum. Il se lit extrêmement rapidement. Faut l'acheter. Honnêtement, on est quasiment à la fin du tome 1, rien qu'avec 2 épisodes, tellement ça va vite. Faut l'acheter. Faut l'acheter. L'animé, tu le regardes, parce que tu dois le regarder aussi. Vraiment. Voilà, donc je pense qu'on a fait un quart d'heure d'éloge sur cet épisode, sur cette œuvre, parce que il n'y a rien de critiquable. On l'attendait avec... Je veux bien trouver des trucs, tu vois, mais là... Non, là, il n'y a pas. Franchement, ça serait de la mauvaise foi de trouver un truc. Non, ce serait... Franchement, ce serait... Quand c'est bon, faut le dire, vous savez qu'on est objectif. Là, franchement, ces 2 premiers épisodes sont... Là, mat, fonce. Voilà, disponible sur Wakanim, t'as le lien... pour t'abonner, tu t'abonnes, en plus ça coûte 5 € par mois et t'as accès à toute la plateforme Wakanim et tu peux regarder ça tranquille. Téléphone, télé, t'es en stream, bref, t'es tranquille. Le manga c'est chez Kaze Shonen, donc tu peux te procurer le manga si tu veux lire les 2 trucs, mais ne ratez surtout pas cette œuvre magnifique, The Promised Neverland, voilà. On vous dit à la semaine prochaine du coup pour l'épisode 3. Peut-être ferons-nous, si j'arrive à me procurer rapidement le tome 2, une analyse du tome 2, peut-être. Parce qu'on avait fait ça sur le premier tome, parce que beau gosse. Magnifique. Beau gosse. Magnifique. Voilà. TPN. Une œuvre prometteuse. Matane.